Enfin, je voudrais vous redire le problème grave que soulève la direction du pays par un comité secret qui est le Conseil de défense. Dorénavant, les conseils des ministres sont précédés d'un conseil de défense. Nous sommes nombreux à nous demander pourquoi une invention pareille a fini par se substituer à pratiquement tous les organes constitutionnels de prise de décision. Je veux dire que normalement, dans ce pays, c'est le Conseil des ministres qui examine les décisions et les propose ensuite à l'Assemblée ou bien décide de ce qui va passer en décret. Là, tout est précédé par un Conseil de défense. Et le gouvernement ensuite entérine et transmet. Mais que se passe-t-il? D'abord, il n'y a que 8 noms. Je vous demande la patience de les écouter. Il y a dans ce Conseil, outre le président de la République, le général François Lecointre, chef d'état-major des armées, Monsieur Stéphane Bouillon, secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, Monsieur Bernard Rémier, directeur général de la Sécurité extérieure, Nicolas Lerner, directeur de la Sécurité intérieure. Ce sont des gens de très haut niveau et de belle qualité, mais dont on ne voit pas à premier regard qu'ils soient des spécialistes des questions de crise sanitaire. Et ils sont entourés de M. Jean Castex, Premier ministre, Florence Parly, ministre de la Défense et unique visage féminin de ce Conseil, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Olivier Véran, ministre de la Santé. Ces personnes, lorsqu'elles sont réunies en Conseil de défense, sont tenues au secret défense. Autrement dit, ce Conseil ne rend de compte à personne et n'informe personne des décisions qu'il a prises. Et les personnes qui le composent, étant astreintes au secret défense, sont donc placées hors de tout recours devant la Haute Cour de justice, qui, vous savez, pose un problème, puisque plusieurs ministres d'ores et déjà, pour l'épisode précédent, ont été déférés devant cette Haute Cour. Alors nous avons là une situation constitutionnelle tout à fait inouïe, avec un pays où l'irresponsabilité constitutionnelle du chef de l'État, le chef de l'État ne peut pas être incriminé dans la durée de son mandat, est transféré par le biais d'un Conseil de défense à 4 personnes décisives du gouvernement, et le gouvernement, en exécutant les décisions du Conseil de défense, est lui-même placé hors de toute responsabilité. Ne croyez pas que ce soit de l'à peu près, ce que je suis en train de vous dire. Dans une démocratie, la suspension de la liberté individuelle et d'un aussi grand nombre de libertés collectives n'est pas un fait anodin ou un fait secondaire. Que dorénavant, cette situation soit en quelque sorte pérennisée de manière quasi organisée, avec un Conseil de défense, puis le Conseil des ministres, et enfin la dernière roue du carrosse, le Parlement, est une situation qui doit tous nous mettre en alerte. Je ne veux pas prêter de mauvaises intentions à ceux qui ont organisé ce dispositif, mais je voudrais dire qu'une république démocratique ne peut pas être commandée par une série en chaîne de maillons déclarés irresponsables. Regarde, hop, Corona. Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées demeureront donc ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. On en a marre, on en a marre. Allez, quoi faire? Pour le lycée, nous voulons tout simplement que les lycéens aient cours, mais il y a la possibilité, lorsque la configuration le permet, d'éventuellement faire demi-groupe. Je ne l'encourage pas. Regarde, hop, Corona. Nous n'avons pas de politique à avoir pour la jeunesse. C'est le président de la République qui s'exprimait ainsi devant des étudiants l'an dernier dans ma ville à Amiens. Et cette promesse, il faut le reconnaître, elle est tenue. Vous n'avez pas de politique pour la jeunesse. C'est criant, surtout par temps de confinement. Après le printemps, voici l'automne et rebelote, tout le pays va s'enfermer chez lui. Mais la jeunesse, surtout la jeunesse et ses hormones qui bouillonnent, la jeunesse qui cherche son chemin, la jeunesse, cet âge des possibles, des tentatives, des échecs. La jeunesse va renoncer à ses envies
à ses sorties. Et pourquoi? Pour protéger les plus âgés. C'est bien. Mais quelle récompense reçoit-elle pour son civisme, pour son altruisme? Rien. Pire, elle est punie. C'est elle, la jeunesse, qui paye la première le prix de la crise. Tandis que les ménages français ont cette année fait 100 milliards d'économies, les plus riches d'apports, qu'arrive-t-il à la jeunesse? 40% ont perdu des revenus. Le taux de pauvreté, déjà 3 fois plus élevé chez les jeunes, à coup sûr va s'aggraver. C'est Amanda, en master à Lyon, 300 € par mois après loyer, qui a perdu ses babysitting et qui, sans ses petits boulots, renonce aux soins pour ses dents, aux allers-retours le week-end chez ses parents. C'est Sabrina, flic secours, mention bien au bac, prise en BTS management, mais sans entreprise pour l'alternance, et qui, faute de sous, ne peut en profiter pour passer le permis. C'est Pierre Ricadoué, intérimaire chez Amazon, au bord d'être embauché, désormais sans mission et sans un rond. C'est Arnaud à Tours, qui ne prend pas de repas, ni le midi, ni le matin, et achète encore moins le code civil pour ses études de droit. Et à eux, vous leur offrez quoi? 150 balles et un Mars. Une aumône. Le néant. Souvent, notre pays s'est grandi à travers les épreuves. C'est au cœur de la nuit nazie, de la plus terrible de nos épreuves, que fut conçu, prévu, le vaste plan de sécurité sociale. Jusqu'alors, dans les classes populaires, on vieillissait dans la misère au crochet de ses enfants. Qu'ont fait nos ancêtres alors? Ils sont passés d'une solidarité familiale à une solidarité sociale nationale. Et en 30 ans, en une génération, une malédiction millénaire fut vaincue. Grâce aux retraites, la pauvreté chez les personnes âgées fut brisée, passa sous la moyenne de la population. Je vous demande quoi aujourd'hui dans l'urgence? Le même mouvement. Que l'on passe d'une solidarité familiale avec les familles qui ont des enfants aidés qui peuvent les aider et d'autres pas. Qu'on passe de ça à une solidarité sociale. J'ai vécu à un moment donné, confiait le président, quand j'étais adolescent, avec environ 1 000 € par mois. Donc, je sais ce que c'est de boucler une fin de mois difficile. Voilà donc la jeunesse difficile d'Emmanuel Macron. Mais 1 000 €, c'est un rêve pour bien des jeunes. Et ces 1 000 €, nous ne vous les demandons même pas. En revanche, nous défendons ce principe. À 18 ans, un jeune peut voter. À 18 ans, un jeune peut aller en prison. Pourquoi à 18 ans le priver des minima? La majorité sociale doit coller à la majorité politique, à la majorité pénale. Ce n'est pas un idéal, juste le minimum. Voilà pour gagner sa vie. Mais encore faut-il lui donner un sens à sa vie. Par le travail, oui. Par l'utilité commune. Amanda, Pierre, Arnaud ou Sabrina, et des millions de jeunes avec eux, auront à affronter le réchauffement, c'est-à-dire des catastrophes à série, dont le Covid n'est qu'un prémisse. Voilà la toile de fond tragique de leur conscience. Qu'ils aillent manifester en Pologne, leur conseiller le président, défiler tous les vendredis pour dire que la planète brûle, c'est sympathique, mais ce n'est pas le problème. Eh bien justement, ces jeunes veulent agir. Et toujours dans le même esprit, appuyons-nous sur cette épreuve pour nous grandir. Usons de cette crise pour inventer, pour innover. Après la crise de 1929, Roosevelt avait créé le Corps de protection de l'environnement, avec des travaux de reboisement contre l'érosion, contre l'isolation, avec des centaines de milliers de chômeurs embauchés. C'est la même ambition qui devrait nous habiter, pour faire émerger des nouveaux secteurs, pour faire naître des nouveaux métiers. Des ateliers de réparation dans toutes les villes, tous les cantons, tous les quartiers, des haies à planter partout contre les coulées de boue, des conciergeries pour les habitants, les personnes âgées, de l'agriculture de proximité. Autant de besoins qui existent, mais qui ne seront jamais rentables, jamais satisfaits par la main invisible du marché. Alors, créons ces emplois, agissez. À la place, vous versez des milliards, des dizaines de milliards à Amazon, Sanofi, Auchan, Carrefour, dans l'espoir que ça ruisselle et qu'ils embauchent Amanda, Pierrick, Arnaud ou Sabrina. Je ne vais pas interdire Uber et les VTC, prévenait le président, ce serait les renvoyer vendre de la drogue à Stein. N'enfermez pas cette jeunesse de Stein et d'ailleurs dans vos propres œillères, entre Uber et dealers. Pour eux, ici et maintenant, en urgence, de la décence et du sens. Parce qu'il y a le verrou. Comment ça s'est passé, Émile, cette première journée? C'était un peu bizarre de voir les copains avec un masque, tout ça. J'étais plus habituée à voir leur figure. On n'entend pas trop ce qu'on dit et ça fait bizarre. Pourquoi? Parce que je transpire. Adam, il est très sportif, il aime énormément courir.
courir. Et là, en sortant, il m'a dit « Maman, j'ai eu un peu de mal à respirer quand je courais dans la cour de récréation. » Après manger, il passe avec une poubelle et on doit jeter nos masques, si c'est des masques jetables, et on doit le changer. Et après, on peut faire un classe. Tant mieux si ça améliore les choses. On est allé à la piscine alors qu'on ne pensait pas, mais au final, c'était bien. Ouais. Comment il vous l'a dit, le maître ou la maîtresse? Comment il vous a expliqué? Il nous a dit il faut le garder, à part quand on fait du sport, on mange. Demain, on retourne à l'école avec. On va le laver. Et demain, tu retournes avec à l'école. Le masque, ça reste que 4 heures, c'est une masque en tissu et après, il faut le changer. Et tu savais ça, t'en avais prévu? Oui, c'est maman, elle m'en avait mis 2. J'arrivais plus trop à travailler parce que j'avais tellement chaud. J'avais mal à la tête parce que j'avais tellement chaud. Et voilà. Donc c'est pas génial le masque à l'école? Non. Mais ça fait un air stylé. Ouais, beau gosse. C'est stylé. Et j'adore parce que ça fait un truc sur la bouche. Et cette matière, j'adore. Enfin, je voudrais vous redire le problème grave que soulève la direction du pays par un comité secret qui est le Conseil de défense. Dorénavant, les conseils des ministres sont précédés d'un Conseil de défense. Nous sommes nombreux à nous demander pourquoi une invention pareille a fini par se substituer à pratiquement tous les organes constitutionnels de prise de décision. Je veux dire que normalement, dans ce pays, c'est le Conseil des ministres qui examine les décisions et les propose ensuite à l'Assemblée ou bien décide de ce qui va passer en décret. Là, tout est précédé par un Conseil de défense. Et le gouvernement ensuite entérine et transmet. Mais que se passe-t-il? D'abord, il n'y a que 8 noms. Je vous demande la patience de les écouter. Il y a dans ce Conseil, outre le président de la République, le général François Lecointre, chef d'état-major des armées, Monsieur Stéphane Bouillon, secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, Monsieur Bernard Rémier, directeur général de la Sécurité extérieure, Nicolas Lerner, directeur de la Sécurité intérieure. Ce sont des gens de très haut niveau et de belle qualité, mais dont on ne voit pas à premier regard qu'ils soient des spécialistes des questions de crise sanitaire. Et ils sont entourés de M. Jean Castex, Premier ministre, Florence Parly, ministre de la Défense et unique visage féminin de ce Conseil, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Olivier Véran, ministre de la Santé. Ces personnes, lorsqu'elles sont réunies en Conseil de défense, sont tenues au secret défense. Autrement dit, ce Conseil ne rend de compte à personne et n'informe personne des décisions qu'il a prises. Et les personnes qui le composent, étant astreintes au secret défense, sont donc placées hors de tout recours devant la Haute Cour de justice, qui, vous savez, pose un problème, puisque plusieurs ministres d'ores et déjà, pour l'épisode précédent, ont été déférés devant cette Haute Cour. Alors nous avons là une situation constitutionnelle tout à fait inouïe, avec un pays où l'irresponsabilité constitutionnelle du chef de l'État, le chef de l'État ne peut pas être incriminé dans la durée de son mandat, est transféré par le biais d'un Conseil de défense à 4 personnes décisives du gouvernement, et le gouvernement, en exécutant les décisions du Conseil de défense, est lui-même placé hors de toute responsabilité. Ne croyez pas que ce soit de l'à peu près, ce que je suis en train de vous dire. Dans une démocratie, la suspension de la liberté individuelle et d'un aussi grand nombre de libertés collectives n'est pas un fait anodin ou un fait secondaire. Que dorénavant, cette situation soit en quelque sorte pérennisée de manière quasi organisée, avec un Conseil de défense, puis le Conseil des ministres, et enfin la dernière roue du carrosse, le Parlement, est une situation qui doit tous nous mettre en alerte. Je ne veux pas prêter de mauvaises intentions à ceux qui ont organisé ce dispositif, mais je voudrais dire qu'une république démocratique ne peut pas être commandée par une série en chaîne de maillons déclarés irresponsables.